À voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es l'un des 2 fondateurs de Beau Cacao, une marque de chocolat bean to bar fabriquée artisanalement à Briançon, dans les Hautes-Alpes, qui s'approvisionne en cacao directement auprès des producteurs malaisiens. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui car j'ai eu un véritable coup de cœur pour vos chocolats il y a déjà quelques années et je dois avouer que l'attention portée au visuel et au packaging y est vraiment pour quelque chose. On aura évidemment l'occasion d'en parler juste après, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de votre parcours à Beau et à toi et comment vous en êtes arrivé à créer une marque de chocolat? Alors bonjour, enchanté aussi Audrey, ravi d'être là aussi. Écoute, on est content déjà que ça t'ait plu, parce qu'on y a mis beaucoup d'attention dans tout le visuel et on a essayé de faire attention aux détails. Alors pour commencer à parler de nous, moi j'étais saisonnier pendant longtemps, donc je bossais en montagne et puis au bout d'un moment j'ai voulu partir pour changer un petit peu de vie et trouver un peu de nouveaux horizons. Et donc je suis parti en Nouvelle-Zélande et c'est là que j'ai rencontré ma femme, Bossan, qui était venue pour un peu les mêmes raisons en Nouvelle-Zélande pour essayer de faire une pause dans son travail de designeuse, parce qu'elle est designeuse. Et voilà, donc on a continué à voyager pendant presque 2 ans après. Et puis au fur et à mesure du voyage, en fait, on s'est aperçu qu'on avait des vies un peu décalées, parce que je bossais un peu en restauration, je bossais en design la journée et autres. Et en voyageant, on est arrivé à Melbourne, où j'ai commencé à bosser dans des dans des restaurants gastronomiques. Et là, en fait, on a commencé un peu plus à s'éveiller à la nourriture, parce que dans le restaurant, ils nous faisaient tout apprendre sur la carte, sur le menu. Et il fallait qu'on connaisse tout sur les ingrédients, les légumes, les animaux, tout. Et en fait, ça nous a un petit peu plus éveillés, un peu plus, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on prête un peu plus attention à ce qu'on mangeait. Et du coup, en même temps qu'on réfléchissait à un projet pour nous deux, et ben, vu qu'on est deux gourmands et que le sucré, en général, c'est notre péché mignon, on était un peu parti sur le chocolatier au départ, donc plus fabrication de bonbons et autres, transformation de chocolat. Mais en fait, on s'est aperçu sur Internet qu'on pouvait fabriquer le chocolat depuis la maison. Et là, ça nous a vraiment intéressé en fait. On a commencé à regarder et on a commencé à découvrir un peu plus à propos du cacao. On connaissait pas grand-chose en fait. On s'est aperçu qu'on connaissait même rien du tout. Et là, en fait, on a continué à voyager pendant une autre année. Et quand on a fini et qu'on est rentré à Londres, j'ai travaillé encore un peu. Et puis au bout d'un moment, c'est décidé en fait de s'arrêter de travailler pour commencer à apprendre à faire le chocolat à la maison et à s'instruire un peu en ligne avec des bouquins et autres. Et donc c'est moi qui ai fait ça. Et on a commencé à expérimenter un petit peu. On a acheté quelques petites machines, on a acheté quelques fèves de cacao comme ça en ligne à Meridian. Et puis on a commencé à s'amuser un peu avec ça en même temps que j'apprenais un peu plus la théorie et la technique. Et petit à petit, ça a plu aux gens. Et puis au bout d'un moment, les gens ont commencé à nous demander du chocolat pour Noël. Et puis là, on s'est dit, bon, ben là, il faut vraiment qu'on commence à se pencher sur un vrai produit, sur une vraie marque, sur une vraie idée de se démarquer et autres. Et puis c'est comme ça qu'on a un peu commencé, qu'on a mis un peu le pied dedans dans le cacao. Du coup, tu as Voilà. tout appris en autodidacte et il y a eu voilà, de l'expérimentation à la maison, donc au début juste pour vous, quoi. Ouais. Au début, c'était un peu quand même dans l'idée de lancer un business, mais bon, on n'était pas trop Mm. sûr que, voilà, vu qu'on n'a jamais essayé, on voulait quand même voir un peu ce dont on pouvait être capable. Et puis en fait, il est arrivé qu'on a réussi à faire le chocolat assez bon, assez vite, et les gens, ça a vraiment plu. On avait des bonnes fèves avec lesquelles travailler aussi, parce que c'était des fèves de Meridian Cacao, une entreprise qui, Mhm. déjà à l'époque, travaillait très bien avec les fermiers. Et du coup, c'était des Camino Verde, fèves et autres, donc c'était vraiment des bonnes fèves.
Et heureusement, je les ai pas massacrés. On a réussi à faire quelque chose de bien. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a vraiment décidé de se lancer dans le business. Ça nous a un peu D'accord. convaincu. Donc la marque, elle a été lancée en 2016 et comment ça a évolué depuis? Alors la marque, ça a mis un peu de temps avant parce que, bien sûr, avec Beau, designeuse très attentive aux détails, il fallait que tout soit parfait avant qu'on lance quoi que ce soit. Donc on a passé beaucoup de temps sur les emballages. Elle travaillait avec des collègues à elle qui étaient un peu connus dans le design, qui se connectaient beaucoup entre notre histoire, entre l'origine et autres, des fèves. Et aussi, après, en même temps, on avait demandé à un ami qu'on a rencontré aussi en Nouvelle-Zélande, pendant qu'on s'est rencontrés. Et lui, il est animateur 3D. Il s'appelle Adam Gilles et il nous a fait un boulot magnifique. Il nous a fait une première présentation d'un projet, après qu'on lui ait parlé un peu ce qu'on voulait comme ressenti, avec une mood board et autres. Et le deuxième projet, si je ne me trompe pas, c'était le bon en fait. C'était vraiment incroyable. Je confirme, c'est très beau. Ah ouais. Ah ouais, même encore maintenant, même nous, on s'émerveille encore à chaque fois qu'on la voit, la tablette. C'est vraiment surprenant. Et voilà. Mais ouais, j'ai oublié un petit détail quand même, c'est qu'entre deux, pendant qu'on apprenait, et qu'on s'est décidé à se lancer pour un business, avant de faire les emballages et tout, on avait quand même décidé de partir en Malaisie, parce qu'on avait choisi la Malaisie pour se démarquer un petit peu de tous, parce qu'on ne trouve pas de chocolat malaisien. Et en partant en Malaisie, et ben finalement, on est rentré avec 500 kilos. On pensait pas rentrer avec des faibles, mais avec le voyage, on a trouvé des super belles petites exploitations avec des belles fèves, des bonnes qualités. Donc du coup, on s'est décidé, on a dit, bah, écoute, vaut mieux qu'on reparte tout de suite avec les fèves et puis qu'on commence. Donc on a acheté 500 kilos et on est revenu avec 500 kilos de fèves. D'accord. Et on trouve pas de chocolat malaisien? Même encore maintenant, très très peu. Il commence à y avoir des chocolatiers sur place en Asie qui bossent un peu avec les fèves malaisiennes. Mais pour l'instant, non. À ma connaissance, j'en ai jamais croisé encore. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi beau cacao? Bon, j'ai déjà des pistes, mais Non, 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 détrompe-toi. C'est juste. Ma femme étant designer, on a passé beaucoup de temps à jouer avec les lettres, à les placer, à les décaler, à regarder les mots et tout. Et bon, ça sonne bien, ça a un beau visuel. C'est, c'est- Ça n'a pas une connotation très forte. Bon, c'est bien sûr, ça colle à l'image un peu quand même de la marque. Mais ça aurait pu être plein d'autres mots que beau. Mais le beau, ça lui plaisait en fait. Visuellement, pour rentrer dans le logo et autres, voilà, c'était très d'accord. technique design. Et voilà. Donc ça rentrait très bien, c'était très beau, ça sonnait bien. Et puis c'était assez facile à dire aussi dans pas mal de langues aussi. C'est parti de là, beau. Rien à voir avec le nom de ma femme. On nous le dit souvent. Non, bah, C'est un peu un hasard. il y a clairement cette notion, effectivement, d'esthétique, mais je me disais que ça pouvait être aussi un clin d'œil au prénom de Mm. beau. Ok. Et du coup, comme je le disais en intro et comme tu l'as mentionné, vous mettez vraiment beaucoup de soin dans les détails, dans tous les éléments de votre identité de marque. Le logo, le packaging, le moule, les photos, les vidéos, tout est vraiment ultra travaillé. La présentation, c'est vraiment important pour vous. J'imagine que c'est dû au parcours de Beau. Est-ce que vous l'avez fait vraiment dès le début? C'était inconcevable pour vous de commercialiser quelque chose Pour moi, ça l'aurait peut-être été, mais n'ayant pas la connaissance et l'expérience dans tout ça, mais pour Beau, qui a l'habitude de travailler sur des projets, voilà, elle lance pas un projet tant que le projet il est pas ficelé, quoi. Donc, Ouais. et vu qu'elle est en plus de nature très attentive aux détails, dans son boulot, il l'appelle un peu pixel perfect. Donc voilà, ça donne un peu l'identité. Et donc ouais, elle a passé beaucoup de temps à choisir les couleurs et tout, toutes les couleurs des emballages, même encore maintenant. Il y a toujours une corrélation entre les saveurs et les couleurs. Donc on essaie toujours de choisir qu'il y ait une connexion entre les deux. Donc ouais, c'est toujours réfléchi en fait. Ouais. Et je crois avoir lu que même si c'est du coup son métier, elle ne s'en est pas occupée elle-même. Pourquoi elle se sentait pas de... Elle a essayé, mais elle s'est aperçue que c'était très très difficile Ouais, ouais, je comprends. de prendre des décisions sur ses propres projets. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle a décidé, pour l'aider un peu à se canaliser, elle a décidé de travailler avec des collègues en fait pour pouvoir aider à resserrer un peu les choix et puis à se décider un peu parce qu'elle n'arrivait pas à choisir en Ouais, fait. ouais, je vois très très bien le problème du Ouais. designer. Et puis c'est toujours bien en plus de pouvoir balancer une idée à l'autre comme ça entre deux designers. Bien J'imagine que sûr. c'est aussi un bon exercice. Donc, Non, mais c'est clair que autant ce qu'on est vraiment capable de faire très facilement pour les autres, dès que c'est pour soi, on manque clairement de recul. Donc,
Je vois Ouais. très bien. Et est-ce que tu penses que ça a eu un vrai impact sur la réussite de votre projet? Est-ce que vous avez des retours sur ça? Oui, donc déjà, oui, c'est sûr, on voulait faire un bel emballage, mais on voulait aussi que ce soit aussi bon que Ah ce bah, soit beau. bien sûr. C'était vital, ça. Mais oui, en fait, au départ, quand on a lancé la marque, le fait d'avoir travaillé avec un designer pour l'emballage, une collègue designeuse pour le logo, un ami designer aussi pour le moule 3D, ils ont tous posté leur travail sur tous les sites de design. Mmh. Et ça fait mouche, en fait, là. Tous les designers, Ah. ils ont été assez sensibles. On a eu des publications dans des sites de design assez connus et autres, et même sur des magazines, quelques-uns. Donc oui, ça a fait un peu mouche parce que finalement, au départ, quand on a commencé à commercialiser la marque en décembre 2016, on faisait que de la communication sur Instagram. Et donc du coup aussi par les médias qui nous publiaient gratuitement juste par le fait du design. Et on a commencé à avoir des commandes un peu partout dans le monde directement, assez vite en fait. Waouh! Ça allait de France, partout en Europe, au Japon, en Australie. Ça a vraiment bien marché. C'est un peu la magie d'Instagram et d'Internet, hein. Ouais. Si on arrive à infiltrer les bons channels, c'est parti. On a même des Waouh! magasins qui nous ont approchés aussi aux États-Unis pour nous revendre aux États-Unis Mmh. directement. Donc oui, il y a eu une belle dynamique qui s'est installée assez vite grâce au design en fait. Et puis heureusement, D'accord. le chocolat plaisait aussi derrière, donc ça a accroché tout le monde. Bah, c'est ça. Moi, j'ai l'habitude de dire, «Si c'est beau, le client viendra. Si c'est bon, il reviendra». Nous, on est vraiment la porte d'entrée, et après, il faut évidemment que le produit soit bon, hein, pour Mais revenir. ouais, parce que on trouvait il y a beaucoup de chocolatiers qui font des très bons chocolats, mais le visuel laque un petit peu. Et c'est vrai que des fois, c'est bête à dire, mais ça va peut-être ça va peut-être pas inciter les personnes à prendre le chocolat, alors que le chocolat est magnifique Mmh. à l'intérieur. Mais bon, il faut quand même attirer les gens pour faire connaître le chocolat aussi. Donc, les deux vont ensemble, je pense. Bah et puis, vous êtes revendus dans des épiceries fines, j'imagine? Oui, ouais, ouais, principalement. Ouais et c'est clair que, voilà, en rayon, il y a quand même une forte concurrence sur ces sujets-là. Du coup, c'est clairement un élément différenciateur. C'est sûr que le visuel là-dessus, il entre vraiment en jeu. Une petite histoire rigolote. En Hollande, il y a un magasin qui nous revend. Et il nous disait, vos tablettes, en fait, elles sont tellement belles que les gens, ils ont presque peur de les prendre, en fait. Donc, et c'était pas que ça, en fait. On s'est aussi aperçu que au début, c'était très beau, mais voilà, c'était un objet, c'était un bel objet. Mais Mmh. ça parlait pas beaucoup, en fait. Il n'y a pas beaucoup de communication dessus et les gens, ils avaient du mal un peu à savoir ce que c'était, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a retravaillé l'emballage depuis en essayant de faire un message un peu plus clair Oui, dessus. parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petits messages un peu disséminés partout. Il y a un vrai storytelling derrière. Ça y était pas dès le début. Non, 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 au début, c'était beaucoup de détails, beaucoup de dorures, mais pas beaucoup d'écriture dessus. Donc, Mmh. c'était un bel objet, mais c'était pas vraiment un produit commercial, en fait. Et d'avoir changé ça, vous avez senti au niveau des ventes que ça avait changé quelque chose? Ben, en tout cas, les gens, on voit qu'ils comprennent mieux le message tout de suite, quoi. Mmh. Et même nous, quand on parle, quand on présente le produit et tout, on a des références directement sur l'emballage pour eux qui comprennent, qui puissent identifier chaque tablette et autres. Donc, ouais, ça change beaucoup. Et du coup, si je te dis: «On mange d'abord avec les yeux», est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, on est des convaincus, il n'y a y a pas de doute là-dessus. Ouais. C'est pour tout, hein, que ce soit dans l'assiette, un Mmh. produit ou n'importe quoi, c'est d'abord avec les yeux. Enfin, d'ailleurs, comme pour les légumes, hein, malheureusement, les légumes, ils en sont victimes un petit peu parce que les gens, ils les ramassent d'abord avec les yeux, alors que là, bon, c'est pas trop le. Mais bon, ouais, donc ça va à ce point-là, quoi. Et pour ceux qui connaissent pas encore, est-ce que tu peux juste raconter rapidement, ce que raconte votre logo, la signification derrière vos packaging, derrière le motif? Bien sûr. Alors, le logo, c'était un peu de la graine à la plante. C'est un peu toute l'histoire du cacao, un petit peu qu'on essaie de résumer là-dedans. Bon, c'est un peu condensé quand même, mais voilà, ça va de la terre à la feuille et puis retour aux fruits. Mais en fait, c'est la cabosse vraiment ce qu'il y a en dessous. Mmh. Mais voilà, c'est de la cabosse que ça part, le nom, et voilà. Et puis après, à propos du motif, on a travaillé en Malaisie. Ils ont beaucoup de paniers, des paniers tissés en osier. Enfin, c'est pas de l'osier, je pense que c'est autre chose, j'ai oublié ce que c'est comme plante. Et il y a beaucoup de motifs dessus, en fait. Ils ont tous leurs motifs à eux, selon les tribus, selon les régions et autres. Et elle a acheté un bouquin que là-dessus. Et elle s'est inspirée un peu des motifs malaisiens selon les tribus.
pour pouvoir un peu refléter un peu les régions par emballage. Et c'est pour ça que la Sajaïa et le Serian, ils ont un motif, et le Turgis a un autre motif. Parce que les deux, Sajaïa et Serian, viennent d'une région, et le Turgis vient d'une autre région, en fait. Et c'est comme ça que les identités se font un petit peu par rapport au design. Et après, donc bien sûr, les couleurs qui correspondent aux saveurs. Même pour la nouvelle série, c'est pareil. Le petit épeautre, il a une couleur très claire, un peu céréale. Le Kichuanduya, bon là c'est un peu plus sur les saveurs que sur la noisette, mais la noisette c'est pas, on s'est aperçu que c'était assez orange finalement comme couleur, plus que marron. Et puis après le café, voilà, le café il parle de lui-même. Et, voilà. Ok. Après aussi l'emballage, oui j'ai oublié, c'est vrai que même l'expérience pour elle c'était vital aussi que les gens ils aient une expérience du début à la fin en fait, du visuel sur l'étagère à ouvrir la tablette et à sentir le produit, que ce soit vraiment quelque chose d'un peu spécial. La façon dont c'est emballé. On a même le logo embossé sur l'aluminium doré à l'intérieur. Et c'est tout emballé à la main. Et après, pareil, la tablette, c'est des tablettes fines. C'est pas les carrés traditionnels, mais on aime toujours bien expliquer aux gens que la tablette, c'est un peu le jeu, quoi. C'est celui qui finira sur le dernier gros carré du centre et qui aura gagné. Donc ouais, il y a toute une mécanique un peu là-dedans d'expérience de l'utilisateur un peu, qui se reflète un peu là-dedans. Bah, bravo, parce que c'est vrai que les moules, ils sont vraiment incroyables. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment très réussi. Merci. Bravo. Et du coup, maintenant, pour parler vraiment de Beau Cacao, de votre démarche, de votre processus de fabrication, qu'est-ce qui vous démarque Alors, bah déjà l'origine, ça c'est la chose la plus évidente. Après, c'est l'emballage, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on a, et même la tablette, c'est vrai que beaucoup ont des très belles barres, il y a plein de jolies barres partout. Mais on trouvait que c'est pas toujours mis en valeur le chocolat, on trouve que c'est quand même quelque chose de surprenant, quoi. C'est complètement liquide, fluide, on le tempère et ça prend n'importe quelle forme avec une belle brillance, une belle solidité. Et on voulait vraiment mettre ça en valeur en fait. Et allier ça aussi à l'expérience en bouche. On est parti sur une tablette fine parce que quand je tempérais sur le marbre à la maison, à chaque fois il y a toujours une pellicule de chocolat qui restait dessus et en raclant, ça faisait des cigarettes de chocolat très fin. Et en mettant en bouche, on s'est aperçu que voilà, ça a explosé parce que c'était tellement fin que ça fondait tout de suite et les saveurs ressortaient assez vite. C'est pour ça qu'on a décidé de partir sur une tablette plus fine au départ. Il y a ces deux choses-là. Et après, il y a peut-être aussi nos profils de torréfaction aussi. C'est vrai qu'on aime bien les chocolats qui ont du caractère. On aime bien que les saveurs, elles ressortent tout de suite, que ce soit des choses puissantes. Et du coup, on pousse peut-être la torréfaction un petit peu plus loin que d'autres. Et bon, ça, on n'aime pas, il différencie. Il y a plein de façons d'aimer le chocolat. Mais nous, en tout cas, c'est la nôtre qu'on aime et on trouve que ça marche bien parce que les gens, quand ils goûtent le chocolat, ils sentent tout de suite la différence de saveur entre les trois tablettes. Et c'est ça qui me plaît en fait. C'est vraiment de voir que voilà, il y a des gens qui vont aimer le Assagia, le Fusan, le Totogis. C'est parce que c'est vraiment des entités différentes. Et c'est parce que les goûts ils ressentent beaucoup. Et ça, c'est, je pense, dû à notre torréfaction qui est un petit peu plus poussée. Et j'ai cru comprendre que vous faisiez des petites quantités, c'est ça? Ouais, on est encore micro-batch, hein, on va dire, parce que bon, pour l'instant, on a eu une aventure un peu chaotique. Donc là, on a recommencé à Briançon, à recommercialiser à Briançon en 2020. Donc là, ouais, là, on recommence tout doucement et c'était pendant le Covid, donc c'est un peu compliqué. Mais là, ça commence à repartir, donc là, ouais, on fait toujours des petites quantités. On pensait faire plus en export et finalement, en fait, on s'aperçoit qu'en local, ça marche très bien. Donc on va se reconcentrer sur le local. Donc oui, pour l'instant, les petites quantités, ça suffit. Il faut juste continuer à se développer en fait. Oui, parce que je vois que vous êtes très présent sur les salons. Oui, on essaie de plus en plus. Et c'est vrai que là où on a la chance d'être dans un endroit où les gens sont très consciencieux de d'où les aliments viennent, du local, du circuit court et autres. Briançon, c'est un peu une bulle un peu particulière au niveau de l'atmosphère. Et on l'a senti dès qu'on arrivait sur le marché, c'était une belle énergie. Et on ressent tout le temps. Et même ici, les restaurateurs, ils viennent nous voir pour la première fois. Ils disent ah, on fait du chocolat, on a envie de travailler avec le local, on essaie de sourcer tous nos produits localement. La pâtissière, pareil, sur Briançon. Ouais, tout le monde joue vraiment bien le jeu. Et du coup, ça plaît beaucoup. Et puis les gens, au début, ils avaient un peu peur au niveau du tarif. Mais finalement, ils s'aperçoivent que quand le chocolat est bon, les gens reviennent. Ouais. Donc voilà, les barrières tombent un peu. Donc,
ça plaît et ça revient et les gens jouent. Donc tout se passe bien. Ah bah, super. Et sur le Mm. site, vous mettez en avant vraiment vos engagements. On lit, que vous êtes engagé à protéger, la planète, vous pensez qu'il est de votre responsabilité d'en prendre soin. D'ailleurs, le mot responsabilité revient souvent. Ça veut dire quoi pour toi être une entreprise responsable? Et concrètement, comment vous traduisez ça au quotidien? Alors responsable, je pense que ça commence déjà par nous, quoi. Déjà, quand on a des valeurs et qu'on attend des autres de faire quelque chose et qu'on attend du gouvernement de faire quelque chose ou autre, il faut d'abord qu'on soit soi-même aligné avec nos idées, avec nos valeurs, en fait. Donc déjà, nous, personnellement, dans notre vie de tous les jours, on essaie de faire attention au maximum. C'est pas toujours évident, parce que bien sûr, on est une société qui n'aide pas forcément à faire toutes les choses qu'on aimerait faire. Mais en tout cas, au maximum, on essaie de faire ça. Et du coup, on le reflète dans notre entreprise. Et à chaque fois, on essaie de faire attention à tout, en fait. Ça commence par le transport des fèves. Mmh. Ça, c'est un sujet assez voilà, compliqué, parce que malheureusement, entre l'Asie et ici, il n'y a pas vraiment de voilier. On a Mmh. cherché, mais bon, c'est pas simple. C'est des routes de navigation qui sont un peu plus compliquées qu'entre l'Amérique du Sud et la France. Donc, pour le moment, on va pas pouvoir faire ça. Donc, on va continuer à. Mais c'est une option que vous avez Ouais, creusée, on a quoi, cherché. Ouais, ouais. On a contacté des gens. Apparemment, il y en a qui vont commencer à le faire, qui ont réfléchi à ça, qui vont commencer génial. à faire cette route en voilier aussi. Donc, on garde un œil dessus. On essaie de voir quand ce sera possible d'être fait. Donc, ça commence par là. Et puis après, une fois que c'est dans l'atelier, il y a aussi toute la consommation d'énergie qui est importante. Nous, on a la chance d'être à Mmh. Briançon, d'avoir un barrage hydraulique. Et du coup, c'est de l'énergie renouvelable. C'est une entreprise privée, en fait. Donc, c'est un circuit un peu fermé par rapport au reste de la France. D'ailleurs, ça nous arrange bien en ce moment parce qu'on est un peu protégé par rapport aux augmentations d'électricité un peu partout. On a une augmentation Mmh. de beaucoup moindre qu'autre part. Et du coup, on a de l'énergie renouvelable qui arrive directement dans les réseaux, en fait. Donc ça, c'est une chance aussi pour nous. Après, ça passe pour les emballages. Les emballages, ça, c'est un peu un casse-tête, les emballages. Parce que, bon, Mmh. le chocolat, il faut quand même le protéger. L'emballage extérieur en papier, ça va, c'est assez simple. Mais pour le reste, c'est un peu compliqué quand même d'avoir du compostable. J'en ai discuté avec d'autres gens. J'ai appelé pas mal de fournisseurs d'emballage aluminium, plastique et autres compostables. Par exemple, pour nos chocolats Mmh. chauds, on voulait des sacs zip en compostable. Mais en fait, il y a une personne qui m'a dit le problème du compostable aujourd'hui, c'est que ces sacs-là, ils sont compostables dans des composteurs industriels, en fait. Et il dit en France, on en a 2 ou 3, je crois. Donc, c'est pas vraiment pratique. Et le problème, c'est que Mmh. tant qu'il n'y aura pas assez de compostables, il n'y aura pas assez de composteurs industriels. OK. Et tant qu'il n'y aura pas assez de composteurs industriels, il n'y aura pas assez de compostables non plus. Donc, c'est un peu compliqué de débloquer la situation. Et si on met ça dans le circuit recyclable, et ben, du coup, ça casse le circuit recyclable et ça endommage un peu le plastique recyclable. Donc, tout ça, quand on commence à creuser, c'est vraiment compliqué à prendre des décisions après Mmh. alignées avec nos valeurs. Mais on essaie de faire au mieux en tout cas. Voilà. Donc, on essaie de réfléchir, on essaie de faire au mieux, c'est toujours. Voilà. Et puis après, oui, pour le reste, on essaie Mmh. voilà, les fermiers, on essaie de les payer le maximum. Donc petit à petit, on fait monter la qualité en montant le prix. Donc on essaie de faire attention à ça, on essaie de communiquer avec eux le plus possible, leur demander quand ils ont besoin de choses. On est encore petit, Mmh. donc on a des moyens limités, bien sûr. Hein. On peut faire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Mais bon, en tout cas, notre but, c'est vraiment de grandir là-dedans et de grandir avec eux et de faire que les choses aillent de mieux en mieux des deux côtés. Et puis voilà, donc voilà, l'environnement, le social, tout est lié. On essaie Mmh. vraiment d'être responsable à propos de tout ça. Toutes nos décisions, en tout cas, elles sont réfléchies et voilà, on essaie de trouver la meilleure solution. Et vous allez vous approvisionner en direct des producteurs, hein, c'est ça? Directement, donc la première fois, on a été sur place pour découvrir. Et donc, on a rencontré les fermiers. Et les deux qui nous ont plus plu, en fait, on a travaillé avec eux. Et là, pareil, on était retourné entre deux et pareil, on a revu les producteurs. On a racheté encore les fèves directement à eux. Et bon, la dernière fois, par contre, là, on a dû faire ça à distance à cause du Covid. Mmh. Parce que malheureusement, le pays était fermé. Donc, c'était un peu compliqué pour y aller. Donc, on a dû se reposer un peu sur les gens qu'on connaissait un peu là-bas sur place. Donc, du coup, c'est notre agent de fret. Parce qu'en fait, on ne peut pas acheter les fèves directement aux fermiers, vraiment, D'accord. de façon théorique et pratique. Parce qu'il faut que ce soit un Malaisien avec un permis d'achat, un permis d'acheteur, en fait, qui peut acheter les fèves. Donc, OK. du coup, c'est notre agent de fret qui a pris le permis, la licence, et qui achète les fèves légalement, en fait. Voilà. Mais c'est quand même nous qui allons le voir, Mmh. qui lui donnons l'argent et tout. Et puis après, c'est lui qui organise toute l'expédition et on s'occupe de la logistique jusqu'ici à Briançon. Avant à Londres et maintenant à Briançon.
Et depuis le début, vous travaillez avec les 3 mêmes, fermiers, c'est ça? Alors, il y avait les deux premiers à Sajaya et Serian, donc la tablette jaune et rouge. Et la deuxième fois, on a travaillé avec un autre, Togis. Mais oui, depuis le début, c'est les mêmes. Ouais. Et est-ce que les fermiers, vous les avez choisis selon un cahier des charges? Enfin voilà, est-ce qu'il fallait qu'ils répondent à certaines, exigences de votre part ou, est-ce que vous les incitez aussi à améliorer leur savoir-faire? Alors, oui, en premier, c'est déjà la qualité, parce que bon, c'était un peu le point de départ du chocolat. Et après, bon, le problème, c'est pas vraiment un problème, mais le truc, c'est qu'en Asie, ils ont une façon de faire un peu plus monoculture. Alors, on va pas se le cacher, c'est un peu plus monoculture le cacao là-bas. Donc ça commence à changer. Il y en a qui commencent à le faire, euh, mais ça arrive tout doucement en fait. Donc et nous on a des petits moyens pour le moment. Donc on essaie d'en parler avec eux, on essaie d'en parler avec les femmes. On essaie d'en parler aussi avec parce que l'avantage de la Malaisie, c'est que la Malaisie en fait c'était un des premiers producteurs de cacao D'accord. dans les 70-80, un des trois plus gros producteurs. Et du coup, à l'époque, ils avaient, depuis l'époque en tout cas, ils avaient des grosses infrastructures pour transformer le Mmh. cacao en liqueur de cacao, voilà, en pâte de cacao, et pour distribuer après aux gros industriels. Et le problème, c'est que fin 80, début 90, ils ont eu beaucoup de problèmes Mmh. avec les plantations au niveau maladies, insectes et autres. Et du coup, ils ont tous arrêté. En plus, le prix est chuté aussi. Du coup, ils ont tous arrêté le cacao, ils ont tous changé l'agriculture. Et ils se sont retrouvés avec toutes ces infrastructures à faire tourner. Et ils ont dû importer le cacao d'Indonésie, d'Afrique. Et c'est un gros problème pour eux, en fait. Donc là, ils ont depuis fin 90, début 2000, le gouvernement malaisien, ils ont créé une branche du gouvernement Mmh. qui s'appelle Malaysian Cocoa Board. Et eux, leur mission, en fait, c'est de relancer la production du cacao. Et ils font ça ils ont éliminé tous les acheteurs, tous les intermédiaires, et ils achètent le cacao eux-mêmes. Donc c'est le gouvernement, en fait, qui achète le cacao aux fermiers, une fois par mois. Ils se retrouvent par région, en fait, à un point central. Tous les fermiers viennent avec leur cacao. Ils testent la qualité et ils payent les fermiers en fonction de la qualité. Donc, du coup, ça montre aux fermiers que plus la qualité est bonne et plus ils seront payés. Et voilà, donc ils ont réussi à prendre un peu la main sur l'agriculture du cacao comme ça Mmh. et à réinciter les fermiers à planter le cacao et aussi à augmenter la qualité. Et nous, on est arrivé un peu juste quand ça commençait vraiment à prendre, quoi. Donc, c'est pour ça que c'était très intéressant et c'est eux qui nous ont présenté tous les fermiers, c'est eux qui nous ont expliqué. Et quand on leur en a parlé, ça justement, de l'agroforesterie et autres, OK. ils nous ont dit qu'ils essayaient de l'introduire aux fermiers, mais c'était un peu compliqué parce que les fermiers en Malaisie, ils marchent un peu par exemple. Mmh. S'ils en voient un qui le fait et que ça fonctionne, alors ils suivront Il faut le tous. premier. Mais tant qu'ils l'ont pas vu, pour eux, voilà, ça fonctionne comme ça et c'est un peu compliqué de leur faire changer, quoi. Donc voilà, donc ça prend un peu de temps, ça va se faire, c'est en route. La Malaysian Cocoa Board, pareil, eux-mêmes, ils ont des plantations sur lesquelles ils travaillent. Et maintenant, ils ont une plantation en bio. Et voilà, donc ils ont trouvé une technique de bio qui fonctionne en Malaisie. Parce que bon, peut-être que tu le sais déjà, mais c'est toujours compliqué dans les pays parce Mmh. que les problèmes sont différents, sont uniques à chaque pays. Et à chaque fois, il faut trouver des variétés, des hybrides différents par pays. Et les insectes, un peu pareil, c'est différent. Les maladies, pareil, les taux d'humidité. Donc, voilà, chaque pays sa solution. Et eux, ils ont enfin trouvé voilà, leur solution, je pense, d'après ce qu'ils ont dit. Et là, ils vont commencer à introduire ça à tous les fermiers. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur le fait de réduire au maximum Mmh. et d'avoir des pratiques consciencieuses et adaptées à chaque situation et autres, mais ils n'étaient pas encore en bio. Mais là, ça va venir. Voilà, c'est déjà une première étape. Et puis après, l'agroforesterie, ça va venir. On a d'ailleurs rencontré un jeune d'un pays dans la région de Sabah, un fils d'un Mmh. politique et autres, qui est retenu dans son village, de leur village d'origine de son père, et qui a décidé de s'installer là-bas et de développer le tourisme écologique et aussi de relancer l'agriculture dans le village et d'augmenter les revenus par hectare en fait dans le village en croisant Ah génial. l'agriculture, en faisant du bois, en faisant pousser des arbres pour le bois, en faisant de la banane, en faisant de la pisciculture, en faisant du cacao. Donc il essaie de mélanger tout ça. Et du coup, bah, il fait de l'agroforesterie en fait. Et il a plusieurs parcelles autour du village où il fait des expériences, différentes façons de faire l'agroforesterie et différents mélanges. Et il essaie de développer ça et de faire prendre ça. Et les fermiers, ils sont bien, ils coopèrent bien en fait. Et donc Mmh. voilà, donc ce sera peut-être Le lui premier. l'exemple voilà, à montrer après aux autres fermiers et qui ouvrira un peu la brèche. Donc oui, donc c'est bien.
il y a déjà quelqu'un qui le fait sur place. Nous, on va essayer de pousser au maximum, de faire tout ce qu'on peut pour aider. Mais oui, c'est dans les tiroirs, en tout cas. Bon, le chocolat n'en sera que meilleur. Ouais, exactement. Et j'ai vu là sur votre dernière collection, donc la collection gourmande, il y a une des tablettes Petit Épeautre Noir Lait. Ouais. Et j'ai bien vu le point d'exclamation. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi il y a un point d'exclamation? Jusqu'à ce que je comprenne que c'est du lait de céréales, Ouais. c'est ça. Donc une alternative au chocolat au lait classique. Et j'ai vu aussi sur les événements, tu proposes du chocolat chaud et souvent du chocolat chaud au lait d'avoine. Tout à fait, ouais. Pourquoi c'est important pour vous de ne pas utiliser du lait animal? Déjà, nous, bon, on n'est pas vegan, on mange du fromage encore, mais Ok. par contre, voilà, on est végétarien et on voulait limiter en fait, voilà, parce que nous, on mange encore du fromage Mhm. parce que voilà, on est dans une région qui a beaucoup de fromage et voilà, on sait d'où ça vient, on sait les fermes, on connaît les Mhm. animaux, donc c'est en local. Mais dès qu'on fait ça pour une entreprise, voilà, ça peut prendre des proportions un peu trop grandes et voilà, on voulait pas avoir à choisir des produits du lait ou autre chose en grosse quantité. Et puis au maximum, quand on peut éviter d'utiliser des produits animaux, on évite. Surtout quand on peut faire des choses aussi bonnes sans. Donc, voilà. Mhm. Et du coup, le lait avec le point d'exclamation, ça nous est venu parce qu'en anglais, milk c'est avec un i et Mhm. le lait végétal c'est un y. Et du coup, on s'est dit, ah tiens, c'est rigolo ça. Donc pourquoi pas jouer avec ça et nous faire pareil et inverser le i sur le lait. Et je sais pas, vous êtes les seuls, enfin, il existe d'autres chocolats au lait végétal ou vous êtes les seuls à le faire? Oui, oui, oui. Au lait végétal, oui. Petite épaule, je sais pas, mais au lait végétal, il y en a d'autres. Ouais. Ouais, ouais. Clairement, D'accord. nous. Souvent, c'est au lait de coco, en fait. Après, il y en a d'autres qui font un peu au céréales. Et là, si j'ai bien fait Ouais. attention, le petit épeautre vient de pas très loin, c'est ça? Ouais. Avant, Briançon, c'est un peu Ouais, haute altitude quand même, donc il faut quand même qu'on descende un peu dans la vallée pour aller chercher. Mais oui, c'est à Gap, ok. c'est à 1h30 de chez nous, en fait, un peu plus bas dans la vallée. Et c'est une ferme, une des premières fermes biologiques de la région, dont le père a beaucoup bataillé pour le bio depuis longtemps. Et des gens super. Et voilà, c'était aussi le petit épaule qui avait à Biocop. Voilà, donc on l'a découvert un peu comme ça et on les a appelés et ils est venu nous voir. Ils étaient super excités de travailler avec nous et nous aussi. Et du coup, parce qu'au début, on voulait faire de l'avoine, mais on Mhm. savait pas que l'avoine ça poussait pas trop dans nos régions. Ça pousse plus dans le nord, l'avoine. Et du coup, on s'est dit, ah, bon, ben alors, il faudrait peut-être qu'on prenne les choses à l'envers et qu'on cherche un peu ce qui se fait dans la région. Et on a regardé, le petit épaule, ça marche, ça fonctionne bien parce que c'est une céréale qui revient pas mal à Mhm. la mode à cause des changements climatiques qui se passent en ce moment et le manque d'eau qui se fait ressentir beaucoup. C'est une céréale qui n'a pas besoin d'eau, très peu d'eau en tout cas. Et du coup, les fermiers commencent voilà, à revenir un peu à ça et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Donc nous, on l'a en farine, on la torréfie légèrement pour faire remonter un peu la sucrosité et puis après on mélange ça avec le chocolat pour faire un chocolat un peu plus doux. On l'a fait avec le Mhm. Sarian, comme ça garde un peu de caractère quand même, parce que le Sarian c'est un peu le plus atypique des trois. Et du coup ça fait un chocolat doux mais qui a quand même du caractère, donc ça plaît beaucoup. Bon, je serais hyper curieuse de goûter. Ouais. Où est-ce on peut le trouver dans des épiceries où vous le vendez qu'en direct pour l'instant? Alors sur notre site internet, toujours, c'est toujours le point de départ. Et puis après, bah, sur place, nous autour dans les épiceries. Et puis après, bon, on essaie toujours de contacter pas mal d'épiceries un peu à droite et gauche. Mhm. C'est pas toujours évident. Donc voilà, mais on essaie d'élargir un peu notre champ d'épicerie, de revendeurs. Et voilà, ça va prendre un peu de temps. Si tu en as une autour de chez toi, n'hésite pas à nous dire. Ben oui, je vais travailler là-dessus. Euh, Et dans ta communication, plusieurs fois aussi, vous comparez le chocolat au vin. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette analogie que vous faites? alors oui, on trouve que c'est assez pertinent en fait, parce que le truc c'est que pour beaucoup de monde, le Mm. chocolat c'est le chocolat en fait. C'est une saveur, Ouais. la saveur c'est le chocolat. Et bon, il y en a qui commencent à être un peu plus éveillés à ça, bien sûr, mais bon, ça reste un petit pourcentage quand même. Et du coup, pour nous, pour présenter un peu le chocolat et pour faire expliquer aux gens et pour les aider à visualiser un petit peu le discours qu'on a là-dessus, on utilise souvent le vin. Ça pourrait être le café, ça pourrait être autre chose parce que c'est un peu similaire. Mm. Mais bon, le vin, c'est quelque chose que les gens voilà, sont plus familiers avec. Et, la comparaison est assez facile à faire parce que du coup, on leur explique voilà, nos 3 tablettes de chocolat noir à 70%. Chacune représente une petite exploitation de 2 hectares. Et elles sont toutes, c'est pour ça, elles sont toutes dans le même pays. Et elles ont toutes les trois des saveurs bien distinctes en fait.
Et voilà, donc on dit ça ce serait dommage, souvent dans le chocolat un peu, on va dire qu'on trouve dans le commerce en général, les origines, voilà, c'est chocolat d'Équateur, chocolat Venezuela, chocolat. Mais on dit souvent, c'est quand Ouais. d'avoir une bouteille de vin avec marqué France, quoi. C'est un peu dommage, c'est un peu réducteur, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur un seul pays. C'est pour ça qu'au départ, on s'est dit, bon voilà, ça va être la Malaisie, on va aller sur place, on va pouvoir travailler de façon proche avec les fermiers, on va pouvoir trouver des fèves qui sont bien distinctes les unes des autres et faire découvrir aux gens la palette de saveurs qui existe dans le cacao et leur expliquer ça d'une certaine façon. Et du coup, le vin, ça a été cette façon qu'on a trouvé à leur expliquer différentes saveurs. Donc, on leur a dit, voilà, chacune petite exploitation, différents profils de saveurs. Ça vient toute la variété des fèves que les fermiers ils choisissent de travailler avec, des techniques de fermentation et de séchage qu'ils font aussi. Et, voilà, et après, les gens, ils sont convaincus parce que le premier, il le goûte, il le trouve très bon. Le deuxième, il le goûte, ils sont là, waouh, en effet, c'est vraiment, vraiment différent. Et tout de Mm. suite, ils commencent déjà à choisir entre l'un et l'autre. Et après, ils goûtent le troisième, et le troisième, en général, c'est céréales, parce que c'est plus atypique. Et là, le céréales, à chaque fois, c'est un peu la surprise, parce que c'est un chocolat assez épicé, un peu fumé, de par le fait Mm. que sur place, il pleut beaucoup. Et c'est un peu comme au Vanuatu. Vanuatu, souvent, il y a un petit coup de fumée. Il y a longtemps, j'avais goûté un pralu du Vanuatu qui était assez fumé et j'avais adoré. Et là, on retrouve un peu ça dans le céréal, en fait. Parce il finit de sécher un peu les fèves avec un feu en dessous. Et du coup, ça influence les fèves de par nature. Et ça, on le ressent dans le chocolat et les gens, ça les surprend toujours. C'est un peu tourbé, un peu fumé. Et voilà. Donc ça, on n'aime pas, c'est un peu particulier, mais quand les gens les aiment, ils adorent. Donc c'est pour ça le vin. Oui, du coup, il y a le terroir et des variétés de fèves différentes, un peu comme il y a des cépages différents dans le vin. Ouais, 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 tout à fait. Donc c'est vrai que dans le cacao, il y avait toujours eu le Criollo, Trinitario et Forastero. Après, bon, maintenant, depuis quelques années, il y a des scientifiques qui ont refait une étude dessus et qui ont trouvé beaucoup plus de familles. Je ne sais plus exactement combien de familles Mm. il y a, mais la famille s'est un peu étendue, on va dire. Et en Malaisie, de par le fait de... La Malaisie, je crois, c'est, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un des centres de recherche Ah, ok. les plus importants aussi au monde. Ils sont très actifs au niveau de la recherche sur le cacao. Et ils ont fait beaucoup, beaucoup de croisements. Ils ont tout un catalogue en fait, de croisements qu'ils ont fait selon différents types de cacao. Et du coup, les fermiers, ils ont tous un peu des hybrides un peu différents en fait, Ok. selon ce qu'ils aiment travailler. Après, c'est vrai que ça n'a pas été Mm. tout à fait clair encore comment ils en sont arrivés à choisir tel et tel. Il y en a un avec lequel c'est plus clair, c'est Sarian. Lui, ça a été assez surprenant. Il est super rigolo. C'est un ancien commando de l'armée, un ancien gradé de commando de l'armée malaisienne, qui s'occupe maintenant de l'exploitation. Il a eu les 70 hectares qu'il a eu par son grand-père, qui est un coupeur de tête. D'accord. Il récompensait les coupeurs de tête avec du terrain, et du coup, maintenant, il se retrouve avec ça. Il a toujours le sourire, on dirait vraiment pas que c'était un ancien militaire, un mec super gentil qui a toujours le sourire, il est adorable. Et il nous racontait qu'il avait appris à faire le cacao avec un peu un chocolatier, ou je sais plus ce qu'il faisait, le monsieur. Et le monsieur, il lui faisait sentir les cabosses, en fait. Et À du coup, l'odeur. lui, il sélectionne ses cacaos comme ça, en sentant les cabosses, et celles qui sentent le Ah. meilleur pour lui, eh ben, il les choisit comme ça. Et il se disait un peu le cuisinier planteur de cacao. Il est super rigolo, quoi. Et c'est comme ça que, en tout cas, lui, on sait comment il choisit ses variétés, c'est par les odeurs. Donc voilà, donc tout ça, c'est vrai que tout ça, ça ajoute beaucoup à l'identité de chaque chocolat. Et c'est un peu dommage parce que jusqu'à maintenant, eux, leur cacao, il était acheté par le gouvernement Mm. et tout mélangé avec le reste du cacao, quoi, avec les moins bons, les bons et tout. Et c'était la première fois qu'ils goûtaient leur chocolat et ils étaient vraiment ravis. Ah oui, Quand on y est vous retourné la êtes allés première fois, retourner, vous leur avez vraiment... présenté les produits à chacun. Ah ouais, Ah ouais. super. Et comment ils ont tous réagi? Ah, mais ils étaient ravis, surpris, émerveillés. C'était vraiment... ouais, c'est magnifique. Ah génial. Et ils ressentent un peu de la fierté, un peu. Bah Donc, tu m'étonnes. ouais, ils sont super contents. Ouais. Et même d'autres fermiers à qui c'est pas le chocolat, quand on leur explique qu'on fait, pourquoi on vient les voir et autres, et qu'on leur présente ce qu'on fait avec d'autres fermiers, ouais, ils sont tout de suite, ils sont tout de suite intéressés, ils ont tout de suite envie de. On Ouais. sent un peu une énergie un peu qui commence à se dégager, et donc oui, c'est Ah vraiment une belle super. récompense. Donc voilà, donc c'est pour ça en fait toutes les variétés, c'est assez large. Il travaillait même avec une variété, parce que Serian, c'est un peu il aime bien expérimenter, et l'agence gouvernementale MCB, ils l'ont bien compris. Et quand ils ont des nouvelles fèves, des nouveaux arbres à essayer, Mm. souvent ils vont le voir en fait. Et là, la dernière fois qu'on a été le voir, il avait des fèves qui venaient du Brésil. Et voilà, donc
il aime bien expérimenter et il aime bien jouer avec ça. Et aussi un point important, c'est que en Malaisie, la Malaysian Cocoa Board, ils sélectionnent les fèves, les meilleures fèves à chaque fois. Ils élisent les meilleures fèves du pays et les meilleures fèves du pays, ils les envoient à Paris, Ok. au cacao d'excellence. Et Serian a gagné un prix de cacao d'excellence à Paris pour ses fèves. C'est comme ça qu'on l'a un peu découvert aussi, Donc vous avez le meilleur cacao de Malaisie. apparemment. Et ma dernière question, c'est si je me trompe pas, tu as créé un hashtag Chocolate It's Changing avec mon super accent. Ouais. On le retrouve aussi en signature sur le site, sur vos tote bags, tout ça. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Ah bah, c'est un peu reprendre le chocolat au gros industriel en fait, qui s'était un peu accaparé depuis longtemps. Donc bon, c'est un peu suivi le mouvement quand même, qui a commencé aux États-Unis depuis les années 2000, voilà, qui a grossi. J'arrive jamais à dire son nom, hein, je ne vais pas le dire, celui qui a commencé, Charles Berger. Voilà, mais en tout cas, c'est lui qui a un peu commencé ça dans les années 2000. Et, euh, et puis voilà, donc c'est une évolution qui fait que voilà, toute l'idéologie, toute la philosophie autour du chocolat a beaucoup changé. Le travail avec les fermiers est remis en avant, remis sur le devant de la scène les fermiers. Euh, Réévaluer un peu les prix d'achat du cacao, retravailler le chocolat d'une façon bien attentionnée, avec le souci de détail dans la torréfaction, dans la production et autres. Et tout ça, en fait, c'est ça, en fait. C'est tout ça, en fait, qui est Chocolate Exchange. Et nous, on voulait vraiment accompagner ça et mettre un mot dessus pour vraiment résumer un peu la chose. Et c'est un peu. J'ai aussi lu un bouquin qui s'appelle Raising the Bar in English. Je ne sais pas si ça a été traduit en français, ce bouquin-là. Mais en fait, ça parle de ça. En fait, ça parle de toute l'évolution maintenant du chocolat et tout ce mouvement bean to bar qui est en train de se faire. Et Beau, elle a trouvé ça, Chocolate Changing, elle a adoré. Et ça a plu pas mal quand on était à Londres à tous les chocolatiers. Alors elle l'a gardé, elle l'a mis en avant. Le mot de jour. Eh bien, très bien. On arrive doucement du coup à la fin de cet épisode. J'ai quelques questions rituelles que je pose à tout le monde. Bien sûr. C'est quoi, toi, personnellement, ton plat doudou réconfort qui fait du une bien pâtisserie. Une bonne pâtisserie. J'ai pas vraiment de pâtisserie favorite, ça dépend du pâtissier, mais ouais, une bonne pâtisserie, ça c'est toujours. Avec Beau, c'est toujours la chasse aux boulangeries et aux pâtisseries à chaque fois qu'on va quelque part. Donc, Et est-ce que tu as une marque coup de cœur que tu aimerais partager, faire découvrir Ah ben nous, la marque qui nous a le plus influencé, ça a été Marou, que tu connais sûrement. Marou Chocolat Ouais, du ouais, Vietnam. Et c'est un peu à cause d'eux d'ailleurs qu'on est parti sur l'Asie, parce que quand on a appris à faire du chocolat, on a fait énormément de dégustations de chocolat pour comparer les origines, les qualités, les pourcentages et autres. Et Marou, on a vraiment trouvé que ça se distinguait par les saveurs qui changeaient vraiment d'autres chocolats qu'on pouvait goûter. Et c'est ça qui nous a un peu poussé à creuser sur les origines asiatiques du cacao et à choisir la Malaisie après par la suite. Et plus, oui, voilà, ils ont une super attention du détail aussi, super beau design aussi. C'est une belle façon de travailler, faire ressortir la Malaisie. D'ailleurs, le Vietnam, je veux dire. Ils ont d'ailleurs mis Vietnam sur la carte des cacao fins. C'est vraiment la marque qui nous a le plus influencé. C'est une marque française? C'est deux Français en fait. C'est Ok. un ancien de la pub et un ancien banquier qui ont décidé de se lancer là-dedans. Et voilà, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Ça a toujours été un peu notre idéal. Vous êtes en contact avec eux? On les a rencontrés, on est passé les voir parce que on voulait acheter une guillotine. Une guillotine, c'est ce qu'on utilise pour tester la qualité de la fermentation des fèves. C'est un peu comme un bouquin en métal, on met 50 fèves dedans, on referme, et il y a une grande lame qui tombe, qui coupe toutes les fèves en deux pour pouvoir voir à l'intérieur. Et voilà, ça coûtait assez cher, et eux, ils ont fabriqué au Vietnam, ils ont fabriqué, et ça coûte moins cher, on a contacté avec eux, et on était les voir, on a sympathisé un peu avec eux comme ça, on a acheté, et on nous a aussi croisés au salon de chocolat. Oui, j'imagine que c'est encore un petit milieu. À l'époque, oui, maintenant c'est un peu plus gros, mais ouais. Mais oui, il y a une belle solidarité dans les bean to bar en général, ça communique bien, ça s'aide bien, c'est vraiment une bonne ambiance. Est-ce que tu as des actualités que tu as envie de partager? Ben on va continuer. Là, la série limitée qu'on avait fait, la gourmande, ben, ça a tellement plu qu'on va continuer à la faire. Maintenant, ça va être une série pour le long terme, on va dire, parce que vraiment le Gianduja, le petit épaule, ça a beaucoup plu.
la plus grande surprise, c'était le café. Le café, vraiment, tout le monde est émerveillé par le café et vraiment l'adore. Donc voilà, donc on va garder ça. Sinon, d'actualité, vraiment, continuer à développer des produits, mais bon, on ne s'est pas encore fixé dans le marbre, donc je ne peux pas trop en parler pour le moment. Mais Est-ce qu'il y a d'autres salons auxquels vous comptez participer cette année? surtout en local, je pense, ouais, parce qu'on n'a pas encore trop de budget pour aller au salon de chocolat ou autre, c'est un peu un coût quand même. Mais on va se concentrer sur le local pour le moment. Et puis on verra l'année prochaine pour les salons un peu plus voilà, nationaux ou internationaux. Ok, du coup les habitants des Hautes-Alpes doivent rester attentifs. Ouais, ouais, ben, y a un salon, il y a un événement médiéval qui se passe dans la citadelle de Briançon. Et ça va être rigolo, ça, je pense. On nous a branché dessus ce week-end, à l'événement du salon du vin. On nous a dit, ah, faut que vous veniez et tout, mais il faut se déguiser en médiéval et autres. Alors, voilà, ça va être assez comique, je pense. Voilà. Ok. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver pour échanger avec vous? Voilà, c'est quoi le canal privilégié si des personnes veulent vous contacter? En général, Instagram, voilà, dans le message d'Instagram, on répond assez bien à ça. Sinon, sur Hello, Redbo Cacao, on répond, en tout cas, c'est sûr. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci Thomas pour ton temps, pour cet échange. Voilà, Avec plaisir. je vais faire en sorte de goûter bientôt le chocolat au petit épeautre. Et puis, Ouais. Tu nous diras quoi? je partagerai ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en parlant autour de vous ou en venant en discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Insta @audrey.graphisculinaire pour suivre les actus du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.